Certains jeux arrivent à nous faire comprendre dès la scène d'introduction que l'histoire qu'ils s'apprêtent à nous raconter ne sera pas banale. Je suis tombé par hasard sur To The Moon, une simple recommandation de la plateforme Steam. En voyant que je ne connaissais rien du jeu mais que les notes étaient extrêmement positives, je me suis lancé. Quoique, en apercevant quelques captures d'écran du jeu, je m'étais d'abord ravisé. La direction artistique n'étant à première vue pas à mon goût. Mais je me suis ensuite dit que toutes ces notes positives ne devaient pas être là par hasard. Après tout, il n'y a pas que les graphismes qui comptent dans un jeu. Et heureusement que je ne me suis pas arrêté à ça. Il est très rare que je lance un jeu sans connaître la moindre chose à son sujet. En général, je me renseigne un minimum pour éviter les mauvaises surprises, ou parfois les infos viennent à moi sans que je ne les cherche. Cette fois-ci, je ne sais rien. Pourquoi ce titre, To The Moon? Et surtout, qui suis-je là-dedans? Ce crissement de pneus va au moins répondre à la deuxième question. Eva et Neil, ou devrais-je dire, Dr Rosalène et Dr Watts. Autant dire que ces deux-là ont une complicité particulière, qui est d'ailleurs bien illustrée avec cette entrée remarquée. Neil vient de planter la voiture en voulant esquiver un écureuil. En vain puisque la bestiole s'est quand même fait écraser. Apparemment, nous sommes attendus par les personnes qui se trouvent dans la maison où les enfants jouent au piano. Sûrement les Wiles indiqués sur le panneau. Nous sommes docteurs, donc j'imagine que nous allons soigner quelqu'un. Surtout qu'on transporte du matériel avec nous, donc une opération nous attend sûrement. Quand on arrive à hauteur de la maison, mon instinct de joueur me dit qu'avant d'entrer, je devrais peut-être explorer les alentours, histoire de ne pas louper quelque chose à ramasser. En contournant la bâtisse, je ne trouve rien. Si ce n'est un phare, qui semble abandonné depuis un moment. Lorsque nous entrons dans la maison, nous sommes accueillis par une certaine Lily, qui se présente comme l'aide à domicile de notre patient. Ce dernier répond au nom de John, mais préfère qu'on l'appelle Johnny. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que cette Lily nous indique qu'un docteur est déjà auprès du patient. Pourquoi 3 médecins sont nécessaires? 2, c'est déjà pas mal. Arrivé à l'étage, le mystère s'épaissit un peu plus. On découvre le patient, Johnny, alité. Le médecin nous indique qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps et qu'il est encore réceptif. Bien que cela fasse râler Neil, je décide de faire le tour des pièces afin de comprendre qui est ce Johnny et aussi qui sommes-nous, car j'ai l'impression qu'on n'est pas venu pour le soigner. La fouille est peu concluante, jusqu'à ce que je me dirige vers 4 tableaux peints. Le premier représente un phare, celui de dehors j'imagine. Le deuxième, une femme rousse, avec quelque chose de jaune et bleu dans ses bras. Le troisième est un peu plus surprenant, puisqu'il représente un ornithorynque. Enfin, le dernier tableau montre un groupe de 3 personnes. En remontant vers le lit, je remarque que les fenêtres donnent sur la lune. Et pas qu'à moitié. C'est la première fois qu'on la voit, et vu le titre du jeu, vu la manière dont elle est placée, ça ne peut pas être un détail. Neil et Eva installent leur machine et tout va commencer à devenir plus clair, du moins sur ce pourquoi ils sont là. Ils viennent réaliser un vœu. Le vœu que Johnny souhaite faire avant qu'il ne meure. Sauf que le camarade n'a pas choisi n'importe lequel. Il veut aller sur la Lune. Vu son état, je le trouve un peu ambitieux. Pourtant, les 2 docteurs semblent confiants, surtout Neil Watts. On apprend que l'épouse de John est décédée il y a 2 ans, qu'il était artisan, mais à part ça, le bonhomme n'avait pas l'air du genre bavard. Ce qu'on peut se demander à ce moment-là, c'est si la femme du deuxième tableau ne serait pas son épouse. Pendant les derniers préparatifs, Watts part en quête d'indices. Apparemment, ce sera nécessaire pour réaliser le vœu. Bon, soit. Les enfants de Lily nous servent de guide, non sans exiger une contrepartie. Après tout travail mérite salaire. Rapidement, ils évoquent une pièce. Une drôle de pièce. En cherchant la clé dans le bureau de Johnny, je remarque que c'est un homme qui peint. Il est donc sûrement l'auteur des 4 tableaux aperçus précédemment. On descend ensuite dans la cave, où se trouve la mystérieuse pièce. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a des livres. Beaucoup de livres. J'imagine que Johnny ou sa femme devaient être de gros lecteurs. En ouvrant la pièce, je comprends pourquoi les enfants la trouvent bizarre.
Le sol est jonché de lapins en origami. Bonjour l'ambiance. Chez qui j'ai atterri encore? Je tombe sur un ornithorynque en peluche, le même que sur le tableau. Je décide de l'embarquer. En ressortant, notre docteur Watts apprend qu'il y a d'autres lapins de ce genre, dans un phare abandonné. Celui aperçu tout à l'heure. Les enfants proposent de s'y rendre. Sauf qu'au moment de faire un choix, j'appuie malencontreusement sur échappe, ce qui fait que Watts refuse. Heureusement, je peux revenir sur ce choix. En chemin, nous croisons un adversaire inattendu. Un combat épique s'annonce. Quoique... Bref. Arrivé au pied du phare, un élément attire mon attention. Une pierre tombale. À River Wiles. On peut supposer qu'il peut s'agir de la femme de Johnny. Au dernier étage, les mêmes lapins nous attendent, mais l'un d'eux se distingue. Il est jaune et bleu, comme le machin que tient la femme sur la peinture. Après cette découverte, Watts retourne auprès de Rosalène. La machine est prête et son utilité est enfin dévoilée. Elle permet de nous transporter dans le dernier souvenir de Johnny. Un curseur nous permet d'ailleurs de voir à quel moment de sa vie ce souvenir a lieu. On rencontre Johnny, du moins celui de son souvenir. Dans ce monde un peu parallèle, Eva et Neil peuvent mettre en pause ou faire disparaître n'importe quel individu. Ils peuvent donc modeler les souvenirs. On interroge alors Johnny pour savoir pourquoi il veut aller sur la Lune. Mais il n'en a aucune idée. Et cela pose un sérieux problème à nos docteurs. Parce qu'à ce moment-là, on comprend comment le souhait va pouvoir être réalisé. Johnny n'ira pas physiquement sur la Lune. Ça aurait été compliqué. Les docteurs Watts et Rosalène vont en réalité lui créer un souvenir artificiel pour que le vrai Johnny, dans ses derniers instants, soit convaincu qu'il a réellement été sur la Lune et puisse se rappeler de ce moment comme s'il l'avait vécu. Voilà la raison de notre venue au chevet de cet homme mourant. Ce n'est pas notre patient, c'est notre client. On est là pour le business. Mais pour ça, Eva et Neil ont besoin de comprendre d'où lui vient cette envie afin de créer un souvenir plausible. Par exemple, si Johnny avait expliqué qu'il voulait aller sur la Lune car il rêvait de devenir astronaute dans sa jeunesse, les deux docteurs auraient pu s'arranger pour lui créer le souvenir d'avoir réussi l'examen d'entrée pour être formé à ce métier et accomplir une mission sur la Lune. Mais ce n'est pas le cas. L'homme sait juste qu'il a cette envie sans se souvenir de la raison. Il va donc falloir parcourir les souvenirs plus anciens de Johnny pour comprendre l'origine de son souhait, et également savoir davantage sur la vie de cet homme assez mystérieux et bizarre. Pour cela, les docteurs ont besoin de mementos. Un memento, c'est un objet qui permet de faire le lien entre deux souvenirs. Vous voyez cela comme un pont. D'un souvenir à l'autre, il sera nécessaire de trouver le memento du voyage suivant. Et le premier qui nous le permet n'est autre que le lapin jaune et bleu. On apprend aussi que certains mementos peuvent être plus puissants. Par exemple, si l'objet est possédé depuis de longues années, il peut nous amener à plusieurs souvenirs. Pour activer chaque memento, il est nécessaire de résoudre un puzzle, assez basique en général. La machine nous indique le nombre de manipulations idéales pour y parvenir et le cumule sur l'ensemble du voyage. Dans le monde des souvenirs, les deux docteurs peuvent être invisibles, afin de ne pas avoir à interagir avec les autres personnes présentes. Les personnes dont le client se souvient apparaissent de façon claire, tandis que les autres sont comme des spectres, ce qui peut être assez perturbant. Les lapins en papier suffisaient déjà. Pour passer d'un souvenir à l'autre, il est nécessaire d'explorer et de collecter suffisamment d'informations, appelées liens mémoriels, pour activer le memento qui nous mènera au suivant. Je démarre donc mon exploration. Johnny joue du piano, dans une ambiance particulière.
et ça n'a pas l'air parti pour s'améliorer. Les premiers éléments que j'observe sont que toutes les horloges de la maison sont silencieuses. Un énorme bocal à olives se trouve dans la chambre, ainsi qu'un vieux sac à dos tout rapiécé. Comme si on n'avait jamais voulu le jeter. Je tombe aussi sur un livre, Les habits neufs de l'empereur. Le voyage suivant me fait assister à une scène où Johnny se recueille sur la tombe que l'on avait découverte avec les enfants. Il reste silencieux, jusqu'à ce que... Veiller sur elle? Mais de qui il parle? D'une certaine Anya, apparemment. Un nouveau mystère. En attendant, nous avons la confirmation d'une chose. River était bien l'épouse de Johnny. Je le retrouve plus tard, en haut du phare, observant la mer sans dire un mot, plongé dans ses pensées. Apparemment, il n'est pas possible de remonter d'un seul coup vers les souvenirs les plus anciens. On suit les souvenirs de façon chronologique, du plus récent au plus ancien. Une fois dans un souvenir, on assiste d'abord aux scènes les plus récentes. Assez rapidement, nous découvrons ce qui est arrivé à son épouse. Malade, elle refuse de se soigner afin que leur argent soit utilisé pour terminer la maison et veiller sur cette Anya. On comprend que leur situation est assez précaire. Peu de temps avant de mourir, elle remet un lapin en origami. C'est donc elle qui est à l'origine de tous ces lapins de papier ? Et celui qu'elle vient de donner n'est pas n'importe lequel. C'est le bleu et jaune. Certainement le dernier qu'elle lui a fait. Et elle demande sans cesse à John de le décrire. Ce dernier, lassé, souhaite plutôt lui jouer une musique qu'il lui a écrite et qu'il a appelée A River. La musique qu'il apprendra plus tard aux enfants de Lily. La question de cette Anya reste cependant en suspens. Qui est-elle ? Parce que jusqu'à présent, on ne la voit pas. Alors que Watts est déjà parti dans le prochain souvenir, je découvre une nouvelle personne, Nicolas. Et que Johnny a tout fait pour monter le piano jusqu'à sa chambre pour pouvoir jouer son morceau à sa femme malade. Aucun doute qu'il tenait à elle. Dans mon enquête, j'apprends ensuite que la maison est plus récente que ce que je pouvais penser. En réalité, Johnny a commencé à la construire lors de la maladie de sa femme. C'est cette dernière qui tenait à s'installer à cet endroit. Pourquoi ? Vous aurez deviné qu'à ce stade, c'est un mystère. Toujours est-il qu'elle préfère privilégier cette maison à sa propre vie, au grand désarroi de Johnny, qui ne veut pas la perdre. Une certaine Isabelle, qui semble être une amie ou voisine du couple, apparaît à son tour. John et elle tiennent une conversation où un indice non négligeable m'a échappé. Peut-être que vous allez le voir. Sinon, tant pis. Grâce à ce souvenir, Watts et Rosalyn parviennent à remonter jusqu'à un autre moment. Johnny et River sont dans un restaurant, accompagnés d'Isabelle et de Nicolas, avec qui John est en réalité ami depuis le collège. Le couple annonce les débuts de la construction de leur maison proche du phare, devant lequel j'apprends qu'ils se sont mariés il y a des années. Décidément, il aime bien ce phare. Alors que les dames sortent prendre l'air, la conversation entre John et Nicolas prend un tournant étrange. Caractéristique du problème de River,
Ce que l'on comprend ici, c'est que ce problème n'est pas la maladie à l'origine du décès de River, car elle n'en était pas encore affectée à ce moment-là. Du moins, John l'ignorait. Il s'agit donc d'autre chose. Mais quoi ? En réalité, j'aurais déjà pu avoir la réponse. Mais qu'est-ce que Johnny a bien pu faire à l'époque et qu'il a avoué à sa femme bien plus tard ? Ça semble être ce qui a entraîné l'apparition des lapins en papier. Lui-même, d'ailleurs, ne semble pas comprendre la signification de tous ces lapins. Et c'est pas le seul. Je remonte aux souvenirs plus anciens. Le moment où Johnny et sa femme arrivent devant le fameux phare qu'ils découvrent abandonné. Dans la discussion, John dit ceci. Elle ne sert plus à rien. Elle ? Et lorsqu'il annonce à River qu'il est prêt à faire le nécessaire pour acheter le terrain et y construire leur maison, River se réjouit et à son tour répond qu'elle pourra la voir. Anya n'est autre que ce phare abandonné qui surplombe la falaise et que nous voyons depuis le début. Le fait qu'ils en parlent en le désignant par elle et qu'il lui ait donné un prénom féminin n'a simplement pas aidé à le comprendre plus tôt. Du moins pour moi. Et c'est donc pour lui, ou devrais-je dire pour elle, que River a préféré renoncer à ses soins. Alors que le docteur Rosalène s'émeut de la scène, son collègue reste plus froid. Certes, le moment est beau, mais nous savons comment cela va se terminer. Watts le dit, c'est comme regarder un train passer en sachant qu'il va bientôt dérailler. Il est temps d'accéder au souvenir suivant. Je me trouve dans leur précédente maison, au moment précis où River a commencé à faire des lapins en papier. Avec sa peluche ornithorynque encore et toujours là. Alors qu'elle donne un de ses origamis à John, qui découvre tout cela, elle commence une série de questions. La même que lorsqu'elle lui a remis celui en jaune et bleu avant de mourir. Décris-le-moi. Mais encore. Neil et Eva ont compris ce qui n'allait pas avec River. De mon côté, je ne percute pas encore complètement. La peluche ornithorynque nous guide vers un souvenir plus ancien, sur le terrain où la maison de Johnny et River sera construite plus tard. C'est la première fois que nous voyons le phare, ou devrais-je dire Anya, fonctionner. Johnny vient d'avouer la fameuse chose qu'il a faite à l'époque et dont il parlait avec Nicolas au restaurant dans l'un des souvenirs plus récents. Il est en fait question de la raison pour laquelle Johnny s'est intéressé à River. Bien qu'on ne sache pas, pour l'instant, quelle est cette raison, sa femme réagit en sortant un footbag de son sac, ce même sac rapiécé que Johnny a encore lorsqu'il est sur le point de mourir, et River lui demande de le jeter jusqu'au phare. Là, le jeu nous fait comprendre que ce qu'il vient de se passer n'est pas anodin, loin de là. Pourtant, j'ai rien compris. Mais cette fois, c'est normal, car il est encore trop tôt. En remontant encore le temps, nous arrivons à un souvenir clé. Celui où, si comme moi, vous n'avez pas déduit quel problème River a, cela ne va pas durer encore longtemps. On apprend que la femme de Johnny souffre du spectre de l'autisme. Ce qui explique le côté parfois déconnecté que l'on observe depuis le début dans ses discussions avec son mari, qui avoue souffrir de plus en plus de cette situation. Il est rassuré par Isabelle, qui souffre également d'une autre forme d'autisme. Un peu plus tard, je retrouve River, qui lit Les habits neufs de l'empereur. J'arrive après ça dans le souvenir de ce qu'il semble être une réception, le mariage de John et de River. Du moins, on assiste d'abord à la fin de l'événement. Les deux époux se retrouvent au pied du phare, là où River propose à Johnny de l'appeler Anya. John accepte et l'emmène alors danser tout en haut, face à la lune.
Nous assistons ensuite à l'échange de vœux qui a eu lieu plus tôt. Les discussions avec la famille, dont la mère de Johnny, qui le désigne par un petit surnom, Joey. Surnom dont il n'avait jamais parlé à personne auparavant, mais qui, d'après ce qu'il dit, était le nom de son grand-père. Dans toutes ces festivités, un élément semble avoir chagriné River. Un lapin écrasé sur la route. L'origine de toutes ces origamis viendrait-elle de ça? Eva et Neil restent dubitatifs. Et moi aussi, je dois dire. Ça ne colle pas forcément, vu que ces pliages étaient beaucoup plus récents. Toujours est-il que cet animal écrasé va me servir de pont vers un souvenir plus ancien, où, là aussi, la présence d'un animal mort semble avoir marqué l'esprit de notre client. Malgré l'odeur de charogne, les deux docteurs restent concentrés, jusqu'à ce que Neil veuille prouver ses talents de cavalier. Le souvenir en question relate un moment que Johnny et River ont passé dans un centre équestre. J'ai comme l'impression que c'est peut-être une activité en lien avec le trouble de River. En parlant de cela, nous arrivons au souvenir du diagnostic du problème de River. Et en effet, le médecin leur évoque la thérapie équestre et un ranch situé non loin du centre. John a fait ce qu'il a pu pour aider sa femme dans son épanouissement. À ce sujet, vous vous souvenez des horloges dans la maison de Johnny ? Elles étaient toutes silencieuses. La raison était que le tic-tac incommodait beaucoup sa femme que l'on voit patienter ici. Encore avec cette ornithorynque. Du coup, on sait qu'Anya, c'est en réalité le phare, et plus ou moins pourquoi il est important pour eux. On sait qui est River, ce dont elle souffrait, mais qu'est-ce que Johnny a avoué au sujet de leur premier rendez-vous? Pourquoi ces lapins en origami? Mais surtout, pourquoi la lune? J'ai enfin accès au souvenir du premier rendez-vous entre John et River, alors qu'ils ont 16 ans. Cependant, Neil et Eva constatent que leur client est seul dans la salle de cinéma. Au bout d'un moment, l'adolescent finit par en sortir, alors que le film n'est même pas terminé. On le retrouve à l'extérieur, contre le mur, visiblement triste que River lui ait posé un lapin, qui n'a rien à voir avec les origamis. Je commence donc à chercher un memento pour accéder à un souvenir plus ancien qui aurait davantage d'informations. Quand soudain, finalement, nous les retrouvons côte à côte, avec encore cet ornithorynque, qui va nous servir de pont vers le prochain souvenir. Après le premier rendez-vous, les docteurs Watts et Rosalène parviennent au souvenir où John échange pour la première fois avec River. Son ami Nicolas le motive à sauter le pas. Et c'est ce qu'il fait. La jeune fille est en train de lire un livre sur les phares. Je découvre dans ce même souvenir qu'un peu plus tôt, John assiste à son premier cours de peinture, ce qu'il semble détester. Mais nous savons qu'il apprendra à aimer par la suite. Les deux docteurs assistent aussi à une discussion où John confie à Nicolas pourquoi il s'intéresse à River. Il explique qu'elle possède ce dont il a besoin. Ce qu'elle a l'intéresse beaucoup plus que ce qu'elle est. Nicolas en déduit que Johnny souhaite simplement être avec River pour se mettre en lumière grâce à son handicap, pour paraître plus cool. Et autant dire que c'est une motivation discutable. On sait maintenant ce que John a avoué à River plus tard et qui a déclenché le pliage de tous ses lapins. Il lui a avoué que lors de leur premier rendez-vous, il s'était intéressé à elle, non pas pour ce qu'elle était, mais parce que, d'après lui, elle avait ce dont il avait besoin à ce moment-là. C'est-à-dire sa différence. C'est comme si quelqu'un avouait après tant d'années qu'il s'était intéressé à telle personne uniquement parce que cette dernière était riche. Mais alors c'est ça. Johnny est juste une enflure et leur couple se résume à ça. On se rapproche de l'enfance de Johnny. On le voit chez lui, sortant de sa chambre. Sa mère occupée dans la cuisine. Un détail aurait pu me faire comprendre quelque chose, du moins m'interroger. Mais une fois de plus, je l'ai manqué.
Et si c'est le cas pour vous aussi, rassurez-vous, vous comprendrez après. Un ballon de foot présent dans la chambre du jeune Johnny semble me permettre de faire un lien avec un souvenir de son enfance plus ancien. Jusqu'à présent, rien ne nous a évoqué la Lune. La réponse est forcément dans cette partie de sa vie. Surtout que le temps presse. Sauf que, à ce moment-là du jeu, je réalise un énième puzzle pour accéder au prochain souvenir. Il est possible que, lors d'un précédent puzzle à déverrouiller, je me sois un peu planté, au point d'avoir dû faire une trentaine de manipulations avant de le réussir. Ce qui a eu pour conséquence qu'au moment où j'arrive au puzzle me permettant d'accéder à l'enfance de Johnny, le nombre total de coups effectués a dépassé 99 et est donc passé sur le signe infini. Une fois arrivé, mis à part une odeur de charogne, je me rends compte que le souvenir est comme brisé. Watts évoque alors une défaillance avec la machine, défaillance que je mets en rapport avec le fait d'avoir dépassé le nombre de coups possible lors du puzzle. Je me demande si le jeu ne me permettait pas de voyager dans les souvenirs de Johnny que tant que je ne dépassais pas le nombre de coups total autorisé. D'autant que les docteurs Watts et Rosalén évoquent ce côté inachevé de la quête, tandis que nous avons face à nous une synthèse de l'ensemble des souvenirs parcourus. La machine doit alors transférer le signal du vœu de Johnny, aller sur la Lune, pour qu'il s'implante dans ses souvenirs en réinventant la vie du mourant. Par exemple, dans ses souvenirs d'adulte, il devrait désormais y avoir un souvenir de John en tant qu'astronaute, ou quelque chose du genre. Eva et Neil se rendent à nouveau dans les souvenirs parcourus pour observer que le changement a eu lieu, sauf qu'en les parcourant, rien n'a changé. Les souvenirs sont restés les mêmes. Les modifications pour permettre de créer le souvenir du voyage de John sur la Lune n'ont pas pu se faire. Et ça, c'est pas normal. Les docteurs Watts et Rosalén vont alors essayer de modifier les souvenirs par eux-mêmes pour donner la volonté à John d'aller sur la Lune, et ainsi rendre le souvenir possible. Sans grand succès. Ils quittent donc la machine pour essayer de comprendre avant qu'il ne soit trop tard, car le temps de John est compté. Eva, interpellée par l'odeur de l'écureuil que Neil a écrasé la veille, retourne dans la maison, à la recherche de son collègue. On tombe d'abord sur Lily, qui nous raconte que, suite au décès de son mari, elle était tombée sur l'annonce de demande d'aide à domicile pour Johnny. Neil, quant à lui, se trouve dans la cuisine, et il a pu trouver des éléments assez intrigants. Finalement, mon manque de logique n'était pas à l'origine de l'impossibilité d'accéder aux souvenirs d'enfance de John. Il semble qu'un traitement qui lui a été administré quand il était petit soit la cause d'une perte de mémoire sur la période où il a eu son traitement. La meilleure solution serait donc d'accéder à ses souvenirs d'enfance pour lui inculquer l'envie d'aller sur la Lune pour que le reste suive. Mais pour pouvoir y accéder, il faudrait un déclencheur en lien avec ses souvenirs d'enfance les plus anciens. Seulement, le court passage dans le souvenir de son enfance n'a pas apporté grand-chose, si ce n'est une odeur de charogne. Semblable à celle de l'écureuil que Neil a écrasé la veille. Je pars chercher un morceau de la bestiole morte afin de la faire sentir à John, ce qui lui rappellera le souvenir de son enfance lié et nous permettra de nous y rendre. L'état de Johnny s'aggrave et il n'y a plus une minute à perdre. Les deux docteurs retournent dans le souvenir bloqué de l'enfance du client pendant que le médecin fait sentir l'échantillon de l'écureuil crevé. Et ça fonctionne! Nous parvenons enfin au souvenir d'enfance, dans ce qui semble être le quartier où il a grandi. On dirait que d'autres copies de Johnny semblent présentes, sûrement à cause de l'instabilité du souvenir. Nous tombons sur l'origine de l'odeur de charogne, quand soudain... J'évoquais un détail que j'avais manqué tout à l'heure dans la chambre de Johnny. Vous aviez remarqué son lit? C'était un lit superposé. Ce n'est pas Johnny qui vient de se faire renverser.
Joey n'était pas le surnom de John, mais le prénom de son frère jumeau décédé. Sa mère, sûrement traumatisée par cet événement, a dû perdre en partie la raison et a confondu John avec son frère. Quant à John, il a reçu des bêta-bloquants pour oublier, du moins rendre confus ses souvenirs d'enfance, afin, j'imagine, de limiter les dégâts. Une fois ce souvenir débloqué, il semble que les deux docteurs aient désormais accès à tous les souvenirs de son enfance. On y découvre les moments entre Joey et John. Les livres animorphes retrouvés étaient en réalité lus par Joey. On apprend d'ailleurs que ce dernier rêvait de devenir écrivain pour acheter de grandes maisons pour sa mère et son frère. Et ce surnom de Johnny, John y tenait car c'est ainsi que son frère l'appelait. Les deux parlent d'un train auquel un autre souvenir est lié, celui d'une fête foraine. Les deux frères ont tous les deux gagné à un jeu et se disputent le prix. Joey remporte le train, tandis que son frère doit se contenter d'un autre lot. Les fameuses olives que John n'a pas arrêté de manger durant toute sa vie viennent aussi de l'influence de son frère. À un moment, Johnny part seul jouer plus loin, bien au-delà de là où sa mère l'avait autorisé à aller. On le retrouve assis, en train de regarder les étoiles, lorsqu'il entend un bruit. River et Johnny se sont rencontrés bien avant le lycée. Mais les bêta-bloquants lui ont fait oublier ce moment, qui nous fait désormais comprendre beaucoup de choses. Il m'a fallu longtemps pour voir ce lapin. Bon, en fait, je ne l'ai pas vu, avant que le jeu ne me le montre. Mais cette série de questions de River devrait vous être familière. Et lorsque Johnny lui demande ce que sont les étoiles, d'après elle, elle répond ceci. Ce sont des phares. C'est pour ça qu'elle a donné un nom féminin au phare près de chez eux, Anya, car pour elle, ce phare est une étoile. Et elle avoue à John qu'un jour, elle sera amie avec l'une d'elles. Et cet autre lot, que Johnny a gagné à défaut de pouvoir avoir le train,
River a gardé cet ornithorynque depuis ce jour. S'ensuit un moment assez déchirant maintenant que l'on connaît la suite. Mais cela nous fait enfin comprendre le dernier souhait de Johnny. L'année qui a suivi, ils n'ont pas pu se retrouver. La mort de Joey et la prise des bêta-bloquants ont empêché cela. River ne pouvait pas le savoir. Sa différence, en particulier dans les interactions sociales, fait qu'elle n'a jamais abordé le sujet directement avec John. Alors, lorsque ce dernier lui a avoué ses réelles motivations, lors de leur premier rendez-vous, le fait d'être avec elle pour paraître plus cool, etc., River a compris qu'en fait, ils ne se souvenaient pas de leur vrai premier moment ensemble. C'est pour ça qu'elle lui a demandé de jeter le footbag vers les étoiles, et surtout, c'est pour ça qu'elle a commencé à faire des lapins, et qu'elle lui posait les mêmes questions que lorsque, enfant, ils en ont dessiné un avec les étoiles. Elle voulait sûrement lui provoquer un déclic, pour qu'il se rappelle de cette rencontre oubliée, et que Johnny comprenne que les motivations qu'il pensait avoir n'étaient pas les vraies. Johnny n'est pas une ordure. Lorsqu'ils discutent tous les deux face aux étoiles, il explique pourquoi il n'aime pas son prénom, John. Tout le monde s'appelle comme ça. C'est nul d'être comme tout le monde. Il préfère ce qui est différent. River lui répond qu'au contraire, elle aimerait avoir un prénom comme les autres, plutôt qu'un prénom qui fasse sortir du lot. On y voit un parallèle avec le fait d'être différent des autres, mais surtout, on comprend que Johnny était attiré par ce que River était et non ce qu'elle avait. Ce n'était pas pour paraître plus cool, il aimait juste sa différence. Suite au décès de River, on peut imaginer que dans le subconscient de John, la phrase « on pourra toujours se retrouver sur la Lune » a ressurgi, d'où son envie d'y aller pour y retrouver sa femme. Cependant, il ne pouvait pas l'expliquer, ni comprendre l'origine de cette envie, jusqu'à maintenant. Mais il y a un problème. Dans ses autres souvenirs, River est là, avec lui. Donc il n'a pas envie d'aller sur la Lune. Pourquoi irait-il sur la Lune alors que celle qu'il aime est sur Terre ? Neil et Eva ne peuvent pas le forcer à vouloir y aller. Ils ont essayé de modifier ses souvenirs, mais en vain. Le docteur Rose-Allen comprend qu'il n'y a qu'une solution pour pouvoir réussir à inciter John à vouloir aller sur la Lune. Supprimer River de sa mémoire. Le docteur Watts n'est pas d'accord. Et moi non plus. John veut aller sur la Lune pour retrouver sa femme. Si on supprime sa femme de sa mémoire, cela n'a pas de sens. Eva semble vouloir s'en tenir au contrat. Le client veut aller sur la Lune, on fait en sorte de l'y emmener. Peu importe ce que cela change. Et elle ne nous laissera pas l'en empêcher. Watts se retrouve au milieu d'une série de pièges et de zombies. Autant dire que ce doit être la pagaille dans les souvenirs de John actuellement. Je n'ai pas réussi à empêcher le docteur Rose-Allen de supprimer River. En fait, c'était impossible. Et elle n'a pas fait que supprimer River dans les souvenirs de John. Elle y a aussi fait revivre Joey. Et bien sûr, elle a donné envie à Johnny de devenir astronaute. Et a créé les souvenirs nécessaires pour. On retrouve donc John lors de sa première visite au sein de la NASA. Ce souvenir a été construit sur l'idée qu'il se faisait de ce genre d'endroit et de ce qui est dans le domaine public. C'est comme ça que la machine construit de nouveaux souvenirs. Alors qu'on déambule dans les différentes pièces, Eva semble chercher quelque chose, ou quelqu'un. Elle a réussi à intégrer River, sans qu'elle n'ait d'influence sur l'envie de John d'aller sur la Lune.
Et preuve que l'amour de John pour elle était sincère, on découvre une réécriture de leur histoire. Et le dernier souhait de John semble enfin se réaliser. Neil et Eva en profitent pour y assister. Alors que les ultimes pulsations du cœur de Johnny se font ressentir, il se rend enfin sur la Lune, aux côtés de River. Johnny meurt avec le souvenir d'une vie plus agréable que ce qu'elle n'a été en réalité. On retrouve Watts et Rosalène plus tard, recueillis sur les tombes du couple défunt, et on comprend qu'il n'est pas impossible qu'on réentende parler d'eux un jour.